The Field, les récits de celles et ceux qui agissent sur le terrain. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Field, le podcast de Terre des Hommes qui part à la rencontre des travailleurs et travailleuses humanitaires, experts sur le terrain. Je m'appelle Valentina et je serai votre hôte aujourd'hui. Nos invités sont Laurence Gobert, responsable de l'unité de réponse aux urgences, et Baptiste Pochluberi, spécialiste en gestion des risques. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux récemment effectué une mission à Gaza. Pour toi, Baptiste, d'octobre à décembre 2024. Et pour toi, Laurence, de janvier à mars 2025. C'est ça. Lors de ce podcast, vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre métier, sur la réalité du terrain à Gaza dans un contexte d'immense violence et sur le quotidien des enfants et des familles qui y vivent. Pour nos auditeurs, nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2025. Il est important de le préciser. La situation à Gaza évoluant très rapidement, il est possible que le contexte sécuritaire et humanitaire ne soit plus le même au moment où vous écouterez ce podcast. Laurence et Baptiste, merci d'être avec nous. Merci à Avec toi, plaisir. Valentina. Baptiste, peux-tu nous dire quelques mots sur toi, sur ton métier? Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de travailler dans un contexte comme celui de Gaza avant cette mission? Bonjour tout le monde, je m'appelle Baptiste Pochluberi. Donc, je suis travailleur humanitaire depuis de nombreuses années, plus d'une quinzaine. Des contextes comme Gaza, comparables en tout point, non, je ne pense pas. C'est quand même un contexte assez unique et inédit. Je pense qu'on va y revenir au cours de cette conversation. Moi, chez Terre des Hommes, je suis en charge de la gestion des risques, ce qu'on appelle. Et très brièvement, globalement, c'est s'assurer que nos équipes, dans des terrains qui peuvent être difficiles comme Gaza, essaient de travailler de manière sécuritaire, que leur vie ne soit pas en danger. Merci. Et comment s'est passée ton arrivée à Gaza? Dans quel contexte global s'est déroulée ta mission? Alors moi, je suis arrivé à Gaza, c'était en début novembre 2024. Donc c'était environ un an après le début des opérations lancées par le gouvernement israélien, suite à l'attaque du 7 octobre par le Hamas. C'était le début de la reprise des opérations humanitaires de Terre des Hommes à Gaza. J'ai fait partie de la première équipe de Terre des Hommes à re-rentrer dans la bande de Gaza. L'arrivée, comment ça se passe? On part en fait depuis Amman, en Jordanie, la capitale de la Jordanie. On part en convoi avec toute une équipe humanitaire de diverses organisations différentes, d'autres ONG, des agences des Nations Unies. On part tous en bus avec notre petit équipement, notre baluchon. On traverse une première frontière qui relie la Jordanie à Israël, qui s'appelle Allembi. De là, on est pris en charge par un bus escorté par la police militaire israélienne et on traverse tout le pays, Israël, et on arrive au point et au seul point d'entrée de la bande de Gaza qui s'appelle Kerem Shalom. Donc bien sûr, il y a diverses procédures de check sécurité, on nous fouille, on fouille nos bagages, on contrôle nos identités, etc. C'est assez costaud comme procédure d'entrée. Et à partir de là, une fois qu'on a franchi ce point, on est réceptionné à ce point de Kerem Shalom, ce point d'entrée, par un convoi des Nations Unies. Donc là, on nous équipe de gilets pare-balles, de casques, on monte dans des véhicules blindés et on traverse une partie de la bande de Gaza pour arriver à Kerem Shalom, à un bâtiment des Nations Unies. Et ensuite, là, ce sont nos ONG respectives qui viennent nous chercher, on part dans nos différents bureaux. Quand on rentre dans Gaza, c'est vraiment un gros choc. C'est un paysage de désolation. Tout est détruit, tout est effondré. C'est assez impactant visuellement. Donc voilà, globalement, comment ça se passe une entrée dans la bande de Gaza pour un humanitaire. Je refais le chemin en même temps quand Ouais. il est en train de parler, Baptiste, et c'est vrai que, enfin, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était vraiment, c'est l'arrivée quand tu as des murs des deux côtés d'à peu près, je sais pas, plus de 10 mètres de haut en béton, plus ce portail en métal pour entrer dans Gaza, quoi. Et on est tous là, on est entre 30 et 50 personnes avec notre valise à roulettes. Alors, petit baluchon, non, on a 30 kilos hein, quand même dans notre valise pour essayer d'amener un maximum de choses à l'intérieur. Et du coup, on passe tous avec notre valise à roulettes comme ça. Et puis derrière nous, il y a le portail comme ça qui fait bouh, qui se referme, quoi. Tu vois, ça fait un peu Hunger Games quand tu rentres dedans. Tu te dis, ok, maintenant je suis dedans. Peut-être que je vais ressortir, peut-être pas, mais du coup, on rentre et après, il y a cet immense no man's land comme ça avec du grillage, des snipers, des tanks et on passe et on y va, quoi. Mais c'est vrai que ouais, l'entrée est assez impressionnante, quoi, dans Gaza et après, c'est ce niveau de destruction qui est choquant, quoi. Il y a plus rien. Tout est détruit.
Et le pire, je pense que c'est la sortie. Ouais, pourquoi? Quand on ressort de Gaza, en fait, tu sais pas si tu vas revoir tes collègues déjà, Mmh. avec qui tu as travaillé et tu as de nouveau ce portail qui se ferme derrière toi et tu sais pas ce qui va arriver derrière, quoi. Et toi, tu repars dans une vie où, voilà, où on est ici en sécurité, et où on a une vie, disons, très, très confortable et tu laisses des gens derrière qui, n'ont plus rien, qui ont plus rien, vraiment plus rien, quoi. Ce sentiment de culpabilité que Ouais. tu as de moi j'ai la chance de pouvoir quitter cet endroit-là et quel enfer sur terre, hein, honnêtement. Ouais. Et tu sais que tous tes collègues avec qui tu viens de placer, plusieurs semaines, tout le temps, avec eux, ils restent derrière, sans possibilité de pouvoir partir, ouais, c'est dur à vivre, ouais. Tu sais pas si tu le reverras, quoi. Une fois que je suis rentré dans le bus, il y a genre toute la pression accumulée pendant ces semaines qui retombe et foum, moi je me suis, écroulé, j'ai dormi jusqu'à la frontière, Ah pendant ouais? 3 heures, non-stop, ouais. Laurence, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelques mots sur, toi et sur ton rôle ici chez Terre des Hommes? Alors moi, donc je travaille dans les urgences. Je suis responsable de l'unité là des urgences pour Terre des Hommes depuis 3 ans et donc Terre des Hommes est présent dans 27 pays et moi je suis particulièrement 12 pays. Après ça change en fonction du contexte donc des urgences, mais parmi ces 27 pays, il y en a 12 qui souffrent vraiment de crises humanitaires à répétition. Donc je fais de la formation dans ces 12 pays et puis aussi je fais du support direct aux équipes à la demande quand il y a des urgences et je vais aussi sur le terrain pour les aider à faire des évaluations de besoins, du design de réponse aux urgences. C'est un travail d'équipe, en fait, pour répondre aux urgences et moi, j'essaye de donner ce que je peux de mon expérience pour qu'on puisse répondre correctement, et atteindre, les populations qui sont affectées par les crises humanitaires. Et de ton côté, le contexte à Gaza, il était très différent quand tu t'es rendue là-bas, Ah complètement. puisque le cessez-le-feu venait d'être acté. Ouais, un jour après mon arrivée. C'était quoi une journée typique pour toi et l'équipe de Gaza dans ce contexte-ci? S'il y en a une? Alors typique, c'est compliqué, hein, parce que dans les urgences, tous les jours, ça change. Donc le but, c'est d'essayer d'adapter et de rester flexible à un contexte aussi volatile. Donc même si c'était le cessez-le-feu, il y avait quand même des drones, la journée, la nuit. Il y avait, beaucoup de gens qui se sont fait abattre dans les, zones de tampons aussi. Il y a eu, beaucoup de d'enfants aussi qui ont explosé sur les mines, dans les ruines. Donc il y a eu des incidents, on va dire, assez, réguliers mais il y avait pas de bombardement. Donc Mmh. ça nous a permis vraiment de pouvoir bouger et ça change tout. Quand on peut se déplacer, évidemment, on peut déployer les équipes et puis aller sur les sites pour pouvoir, démarrer de nouvelles activités dans les endroits où il y avait le plus de personnes qui étaient regroupées, soit sous les tentes, soit dans des shelters, donc c'est du plastic sheeting, en fait, des tentes faites, avec du plastique ou, les écoles qui servaient encore d'abri pour, certaines populations. Donc ouais, c'était complètement différent parce qu'on a pu relancer les activités et mettre en place, nos activités de protection de l'enfance, de Mmh. WASH, donc accès à l'eau et à la sanitation et puis faire aussi pas mal de sensibilisation, auprès des populations sur l'hygiène, sur la santé et cetera. Et donc dans ce contexte-là de cessez-le-feu, quelles solutions on peut apporter sur un territoire, en fait, qui est complètement, détruit et miné, comme tu viens de dire? Et quel a été, l'impact, bon, tu viens un peu de le dire, mais de Terre des Hommes pendant ces premières semaines, cruciales? Alors des solutions, il y en a beaucoup, hein, étant donné qu'on part de zéro. Donc Ouais. les besoins sont tellement immenses que enfin, moi, je me disais, aller là-bas à Gaza pour faire une évaluation des besoins, sachant qu'on est tous, enfin, que c'est à zéro, c'est facile, quoi. Du coup, on peut avoir des réponses sur tout. Du coup, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de bien se coordonner déjà avec les autres organisations et de rester Mmh. dans nos spécialités. Donc, il y a certaines organisations qui sont bonnes dans l'accès à l'eau, il y en a d'autres qui sont bonnes dans la distribution de nourriture, il y en a d'autres qui sont bonnes dans la distribution de tentes et nous dans la protection de l'enfance principalement, sur ce contexte, pour avoir je dirais une couverture globale sur tous ces besoins essentiels, quoi. On est dans une situation où les besoins humanitaires sont tellement gigantesques sur ce territoire que, bien sûr, il y a une coordination entre acteurs, mais énormément de besoins sont pas couverts, en fait. Ouais, c'est juste énorme, c'est juste énorme. En plus de tous ces besoins essentiels, il y a le trauma par-dessus et c'est un trauma quand même qui est très, très élevé, hein, au niveau de toutes les familles et tous les enfants qu'on a rencontrés et donc ça, c'est quand même, très, très dur, quoi, de trouver les bons moyens, la bonne façon de faire. Ce qui est encore plus dur, je trouve, c'est que nous, on arrive, on est frais,
Ouais. On est hyper ambitieux, on a envie de travailler d'arrache-pied pour être le plus efficace possible et fournir un maximum d'aide. Mais les personnes qui bossent avec nous, ce sont des Gazaouis. Ça fait 1 an qu'ils sont dans cette zone de guerre, parce on est dans une zone de guerre, on est au cœur du conflit. Ils sont bombardés depuis 1 an tous les jours. Ils ont déménagé chacun Jusqu'à 10 fois, ils se 3, 4, déplacent. 5, 10 fois avec femmes et enfants et famille. Du jour au lendemain, dans la nuit, ils prennent toutes leurs affaires, ils s'en vont, ils quittent. Ils vont s'installer dans des camps sous des bâches en plastique. Et tous les jours, pour eux, en fait, c'est une lutte pour trouver à manger, une lutte pour savoir est-ce que je vais devoir redéménager ce soir, est-ce que, enfin, je sais pas, toutes les stratégies de survie qu'ils sont obligés de mettre en œuvre au quotidien. Et nous, on arrive avec plein d'ambition, on leur demande, allez, on y va, on y va, on y va, on travaille. Et sauf qu'eux, ils sont pas aptes psychologiquement, physiquement, ils sont aussi épuisés parce qu'ils dorment dehors, c'est l'hiver. Et l'hiver à Gaza, on est au Moyen-Orient, il fait quand même froid. Mais c'est vrai qu'on a des équipes, épuisées et traumatisées, hein, complètement et ça se voit. Dès que tu parles, enfin, quand tu leur parles, je sais pas si tu as vu, mais elles ont un débit rapide, elles tremblent, les mains tremblent, des gros problèmes de concentration et ça, c'est tout le monde à Gaza comme ça, quoi. On a des collègues qui ont perdu des enfants, d'autres qui ont, perdu donc toute leur maison, qui vivent encore sous les tentes. Je pense que ce qui est important, d'arriver avec de l'énergie positive, en fait. Parce que c'est tellement, triste, difficile, comme contexte. Les gens, ont tellement sur les épaules et ils ont tellement vécu de choses horribles que finalement arriver avec une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, voilà du rire, des blagues et être, jovial, déterminé dans ce qu'on fait et cetera, je pense que ça les aide beaucoup. En parlant de vos collègues, est-ce que vous parce qu'actuellement la situation est encore différente, de lors de ta dernière mission, Mmh, Laurence, mmh mh. puisque l'armée israélienne a mis fin au cessez-le-feu et a repris les bombardements. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos collègues sur le terrain? On a suspendu, les activités. Quelques activités sont poursuivies dans les zones où il n'y a pas de bombardement, mais avec toutes les demandes, d'évacuation qui ont été lancées par, les Israéliens ces derniers temps et les massacres, hein, qui ont eu lieu déjà depuis 2 semaines. Bon, mais on peut voir que quand même, c'est pas possible aujourd'hui de nous déplacer. Aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de se déplacer même par le gouvernement israélien. Juste avant, de venir pour cet entretien, on a su que un de nos collègues, venait de recevoir un ordre d'évacuation. En fait, la bande de Gaza, elle est divisée par l'armée israélienne en blocs. Elle est quadrillée, il y a un système, le bloc, ils sont tous numérotés. Et régulièrement, en fonction de leur objectif militaire, de leur stratégie, ils donnent des ordres d'évacuation par bloc. Attention, il va y avoir une opération militaire dans tel bloc, tel bloc, tel bloc, tel bloc. Fuyez la zone, allez vers le sud, vous serez en sécurité. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, on a un collègue qui a reçu un ordre d'évacuation parce que toute la zone va être visée par des attaques. Donc on ne sait pas si c'est des troupes au sol, si ça va être des bombardements intenses. Et dans les messages sur le groupe, on a des groupes de discussion, il disait je ne sais pas où aller, je ne peux pas bouger, on est tellement fatigué, on n'en peut plus. Bah, bref, c'est catastrophique. C'est la cinquième, sixième, septième fois qu'ils vivent ça et ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont juste épuisés. C'est, vraiment très, très compliqué aujourd'hui. Tout est fait pour que cette population gazaoui souffre le plus possible et malgré les tentatives pendant ce cessez-le-feu de relancer les activités, de nouveau, tout s'arrête et on est de nouveau complètement bloqué à attendre tous les jours, que tout le monde, réponde, «Je suis vivant», quoi. Et Laurence, pour revenir à ce que tu disais, aujourd'hui, dans ce contexte-là, comment Terre des Hommes fait pour apporter son soutien? Nous, notre travail, c'est principalement organiser des activités dans des espaces sécurisés pour les enfants, identifier ceux qui sont le plus traumatisés pour faire du conseil individuel, pour pouvoir les suivre. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, quand j'étais à Gaza, c'est le nombre d'enfants. Donc, il y a des enfants partout. Et c'est vrai que notre travail là-bas est, enfin, je trouve que c'est une véritable valeur ajoutée parce qu'ils sont dans une telle demande. Les enfants ont tellement, souffert, tout ce qui s'est passé entre les bombardements, la perte de proches, enfin leur maison détruite, ils ont tout perdu et cetera. Ils ont souffert la faim, la soif, le froid et je pense que la valeur ajoutée, rien que de monter des activités avec eux, de suite, ils recommencent à rire, à être ensemble, ils veulent jouer et cetera et ils demandent beaucoup aussi à reprendre l'école. Donc on avait lancé là, juste avant que ça recommence, la guerre,
des activités pour, reprendre de l'éducation non formelle en attendant que les écoles réouvrent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, réunir des enfants, dans des endroits où il y a des possibilités de bombardement, c'est juste impossible et donc c'est ce à quoi on fait face depuis le début de cette guerre. Donc voilà, Et c'est pas quoi trop quoi c'est dire. quoi le quotidien de ces enfants ou de ces adolescents aujourd'hui à Gaza? Moi, je les vois traîner dans les ruines, tout le temps, jouer à la guerre et au foot. Il y a tellement rien à faire, donc je pense que déjà, ils essaient tous de trouver quelque chose à manger, essayer de faire un peu d'argent. On en voit beaucoup qui vendent des légumes, Ils aident quand il leurs y en a sur parents, hein. place, ils aident leurs parents, ils vont chercher de l'eau, mais ils sont dans la survie aussi. Ils essaient de survivre dans ce chaos gigantesque. Et ils n'ont pas d'école, ils ont rien. On en voit beaucoup qui marchent pieds nus dans les décharges à ciel ouvert public en train d'essayer de récupérer des bouts de plastique, des bouts de métal pour essayer d'aller les revendre. Puis ce qui revient souvent, dans leur discours, c'est la enfin, ils ont tous des rêves, mais c'est une absence de perspective, totale quoi, avec de graves blessures, psychiques déjà et le fait de pas pouvoir, penser au lendemain parce qu'ils sont, ils essayent de jouer, mais ils voient bien que la situation ils sont très, très conscients, hein, les enfants. Ils savent très Mmh. bien ce qui se passe et ils le disent, eux-mêmes, hein. Et en plus, il y a des mines partout, dans Gaza. Quand j'y étais, il y avait pas de bombardement, mais il y avait des accidents toutes les semaines. Il y avait au moins 2 enfants où il y avait un accident sur des mines qui étaient pas explosées. Il y a que des ruines. Du coup, les enfants jouent dans les ruines et ça explose comme ça. Il y a énormément d'accidents. Donc on retrouve quand même à Gaza beaucoup, d'enfants handicapés aussi qui ont été amputés, plus les déchets, plus les problèmes de sanitation et dans les camps, il y a énormément aussi de problèmes de diarrhée et de gale aussi, dus Ouais. à la précarité, à la proximité et au manque d'eau potable. Tu nous parlais des rêves des enfants, à quoi ils aspirent, enfin, ils n'arrivent pas à se projeter. Est-ce que c'est des sujets que vous arrivez à aborder avec eux? Les filles et les garçons déjà c'est différent. Avec les petits et les adolescents, c'est encore différent. Pour les petits, dès qu'on pose la question, c'est vrai qu'ils ont, les premières réponses, c'est, les brigades Al-Qassam, donc partir à la guerre et puis quand on creuse un petit peu, ils veulent être footballeurs, quoi. C'est Ronaldo, Ronaldo. Au début, c'est la guerre, donc on voit qu'il y a ce trauma de toute façon et puis qu'il y a cette admiration du show, hein, qui était là tous les samedis avec les remises d'otages et puis ensuite, quand on creuse, non, effectivement, ils veulent être footballeurs ou médecins et pour les petites filles, c'était principalement, professeur ou aussi, médecin. Et puis, c'était l'arrêt de la guerre évidemment. Le rêve, c'est que ça s'arrête cette guerre. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais préciser, les shows dont tu parles? Cet accord de cessez-le-feu faisait que tous les samedis ou des fois ça s'est passé le jeudi, il y avait la remise d'otages pour maintenir ce cessez-le-feu. Le fait de faire passer, ça à la télévision, à la radio, que tout le monde soit réuni pour la remise d'otages avec le CICR, l'habillement, les foulards et cetera. On voyait tout ça comme un show, hein, forcément quand on est enfant, c'est comme quand on regarde, enfin moi je comparais ça aux Tortues Ninja quoi, un petit peu, quand on regarde un peu un dessin animé, il y a des super héros, et puis il y a le public autour, qui les acclame. Mais bon voilà, dans toutes les guerres, il y a de la propagande et la propagande, elle se fait à tous les niveaux, c'est extrêmement politique. Est-ce qu'il y a une histoire d'un enfant ou d'une famille qui vous aurait particulièrement marqué? Donc c'était à Gaza City, hein. Dans un camp, il y avait énormément de monde et en une semaine avec, notre partenaire, on a réussi donc à remonter cet espace pour les enfants. Les enfants ont commencé à venir et on a rencontré un petit garçon qui s'appelle Bachar et lui, il parlait pas depuis le début de la guerre, quasiment, quoi. Donc en novembre, il s'était fait, bombarder la maison. Il avait des proches, son papa et qui est décédé sous les décombres et il s'est arrêté de parler. Depuis, il parlait plus du tout et le fait de réorganiser des activités avec les enfants, donc au début des activités récréationnelles et puis, plus structurelles, hein, au niveau de l'espace. On appelle ça l'espace ami des enfants, donc pour qu'ils se sentent bien à l'intérieur. Bah, ce petit garçon, en le suivant, en le faisant participer à des jeux, ensuite en le prenant de façon séparée avec, la psychologue qui travaillait avec nous, bah, voilà, commencer à s'exprimer un petit peu de nouveau. C'était pas des longues phrases, hein, mais il a commencé à partager ses émotions, en fait. Donc moi ça faisait donc, 16 mois qu'il y avait la guerre. Donc voilà, au bout de, on va dire 15, 16 mois,
bah, ce petit garçon a réussi de nouveau à s'exprimer, à parler et recommencer à sourire, en fait. Donc, ouais, ça, c'est des jolies histoires. Même s'il y en a une comme ça, pour moi, ça me suffit, je peux repartir à Gaza. Les parents, la maman, hein, qui était là, toute seule avec pas mal d'enfants, de suite, elle est venue et elle a remercié l'équipe. Donc, pour l'équipe, c'était une belle reconnaissance aussi. Ça voulait dire que finalement, même des petites gouttes comme ça, bah, ça fait des belles choses, quoi. Mmh. Ça fait du bien d'avoir aussi des nouvelles comme ça dans ce climat et ce contexte, quoi. Beaucoup s'inquiètent aussi des effets durables sur la santé mentale des enfants, comme vous l'avez dit, jouer à la guerre ou l'histoire du petit garçon que tu nous as partagé. Vous, c'est quoi votre vision à ce sujet-là? Ce conflit-là, à un tel niveau d'intensité, de combat, c'est sûr, ça détruit des bâtiments et visuellement c'est très impactant, mais en fait ça détruit surtout une société entièrement. Quand on discute avec les gens, Gaza, c'était une société comparable avec ce qu'on vit nous ici. C'est que le soir, après le travail, tu vas boire le thé avec les copains. Le week-end, tu vas voir ta famille et tu manges en famille, etc. Donc une vie sociale. Aujourd'hui, tout ça, ça s'est complètement arrêté, du moins pendant que j'y étais. Les gens, ils pouvaient plus se déplacer d'un point A à un point B. Il n'y avait plus de carburant pour mettre dans la voiture ou dans la moto pour faire 5 km. Donc les liens sociaux se sont beaucoup, énormément brisés. Toutes les dynamiques de solidarité, les mécanismes d'entraide, ils se sont interrompus aussi. Donc, bon, si on revient aux enfants, ben, plus d'école, plus de relations sociales, ou très peu. Donc, c'est une société entière, en fait, qui est brisée. Moi, je pense en tout cas, sans être non plus, psychologue, que de telles blessures vont durer très longtemps. On peut pas cicatriser, la perte des proches, des déplacements, incessants avec rien du tout. On retrouve en tout cas, quand on a démarré les activités, des parents tellement épuisés qu'ils n'arrivent ils nous disaient qu'ils sont incapables de continuer à éduquer leurs enfants. Parce qu'on leur disait: «Attention, ils sont dans les ruines là-bas, faites attention». C'est hyper dangereux d'aller là-bas. Nous, on n'y va pas parce que c'est trop dangereux d'aller dans le métal, la glace, avec des mines un peu partout, et cetera. Je dis: «Mais on peut pas les empêcher, il y a rien à faire. Il y a pas d'activité, il y a rien. Ils sont tous là, on peut pas les empêcher, on peut pas les garder dans une tente tout le temps, quoi. On doit chercher de l'eau, on doit chercher à manger, c'est ça notre priorité aujourd'hui. Autrement, c'est pareil, ils meurent». C'est clair que si on pouvait faire plus pour eux, ça serait vraiment bien. Et aujourd'hui, comme disait Baptiste tout à l'heure, les besoins sont tellement loin d'être couverts, les financements sont tellement minimes par rapport aux besoins qui sont sur place, c'est quasi mission impossible. Mais on est là-bas, on essaye de faire quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose que vous avez vu, vécu, en particulier que vous aimeriez partager? Oui, hein, j'ai une anecdote en fait quand j'y pense. Quand on était en train d'installer la tente pour mettre en place justement ces activités pour les enfants, et en regardant en haut, donc un bâtiment qui était vraiment, à moitié détruit. Donc il y avait, il y a sur 4 murs, il y avait 2 murs à chaque fois, donc tout un espace ouvert sur un grand bâtiment. Bah, là, les gens, ils balayaient chez eux, quoi, au troisième étage, alors que la moitié du bâtiment était détruit, et ils balayaient, ils étendaient le linge et ils recommençaient à faire à manger avec un but à gaz, et cetera, au troisième étage d'un bâtiment à moitié détruit, quoi. Il y a plus rien qui les arrête. Ils vont continuer parce qu'ils ont pas le choix. Il y a pas le choix, en fait. Moi, j'ai peut-être une petite anecdote. Quand j'y étais, il y avait vraiment aucune marchandise qui rentrait. Enfin, il y avait quelques camions par jour, et donc il y avait vraiment pas grand-chose à manger, pas varié. Et un jour, en rentrant d'une réunion au terrain avec deux collègues plus le chauffeur qui nous conduisait, donc il y a des stands un petit peu aux abords, sur les côtés des axes routiers, avec les quelques marchandises qu'on peut trouver à Gaza. Et là, on voit des bananes accrochées en haut du stand, avec le chauffeur qui fait: «Frein à main, il y a des bananes, il y a des bananes!» Donc on s'est arrêté, on est descendu, et on avait demandé combien avaient coûté les bananes, et c'était hyper cher. Je sais plus, mais ça devait être, ouais, 5-6 $ la banane. Donc on s'est acheté une banane chacun, et on s'est pris une photo là tous les quatre avec nos petites bananes, un selfie banane, et pouah, c'était la meilleure banane de toute ma vie. Mmh.
Avant de conclure, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer? Déjà, il faut que ça Déjà, il faut que s'arrête. ça s'arrête. Ça devient, enfin, c'est plus possible de voir ça. C'est plus possible d'être à l'extérieur, en fait, d'une telle catastrophe et moi je voudrais dire qu'il faut continuer en tout cas à supporter cette crise, quoi qu'il arrive. Je pense que nous non plus, on n'a pas le choix en tant qu'humanitaires, en tant que et parce qu'on travaille aussi avec les enfants, je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Il faut continuer à être là, même si c'est hyper compliqué pour les équipes, même si la sécurité des équipes qu'on envoie aussi et pour nous quand on y va est assez élevée. Je pense que c'est essentiel en tant qu'humanitaire, c'est un devoir éthique de continuer à supporter en tout cas les Palestiniens. C'est un peuple extraordinaire. Quand on y Mmh. était, il y avait vraiment rien à manger. Et tous les jours, ils luttaient pour trouver à manger pour eux-mêmes. Ils se débrouillaient pour nous amener quelque chose à manger. Nous, on était 2 expats, hein, quand j'y étais. Moi je regrette en fait qu'il y ait pas suffisamment en tout cas d'images et de prise de conscience, des Européens principalement sur cette crise. J'aimerais bien que les parlementaires européens chez nous, se mobilisent un petit peu plus. Je vois pas d'autre issue en fait qu'une mobilisation au niveau, de l'Europe aujourd'hui, hein, pour, que cette guerre soit plus prise en compte et faire que ça cesse. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos réflexions personnelles et professionnelles. Les défis à Gaza sont immenses, mais vous nous rappelez l'importance d'agir, même dans les moments les plus difficiles. À nos auditeurs, nous espérons que cette conversation a permis d'éclairer la réalité des enfants qui grandissent à Gaza et de mieux comprendre comment des organisations comme Terre des Hommes s'engagent pour faire la différence. Si vous voulez en apprendre plus sur nous, n'hésitez pas à consulter notre site tdh.org et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté The Field et à bientôt.